Gilles? Oui, Catherine. C'est bon, je suis reconnectée. Très bien. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les parents connectés ce soir. Au nom de l'ensemble de l'équipe de l'appel national et en tant que membre du bureau responsable du service information conseil aux familles, je suis ravie de vous retrouver ce soir une nouvelle fois pour un webinaire que nous avons intitulé « Parents, comment aider vos enfants à faire le bon choix de formation dans les méandres des offres post-baccalauréat ». Soyez donc les bienvenus à ce webinaire qui vous est proposé afin d'avoir les bons réflexes pour vous permettre d'identifier les filières et diplômes reconnus, notamment pour la poursuite d'études. Pour tous les parents ce soir connectés qui notamment sont en train de travailler avec leurs jeunes sur Parcoursup, vous avez sûrement dû vous rendre compte qu'il y a énormément d'offres de formation. Ce soir, nous sommes là pour vous aider à adopter ces réflexes, à faire les bons choix des écoles dans l'enseignement supérieur privé et public débouchant donc sur un diplôme reconnu. Nous avons donc invité deux personnes avec nous. Donc, nous allons accueillir tout à l'heure Philippe Choquet, qui est président de la Fédération des établissements supérieurs d'intérêt collectif, donc on dit la FESIC, ainsi que Delvine Blanc-Le-Quiliec, sa déléguée générale. Mais d'ores et déjà, je les remercie pour leur présence à nos côtés ce soir. Donc, nous allons profiter de leur expertise pour adopter les bons réflexes quand on choisit une formation dans le supérieur. Vous le savez, les services information conseil aux familles à tous les échelons du mouvement, jusque dans les établissements scolaires de vos enfants, ont à cœur de pouvoir s'adresser à tous les parents en favorisant notamment la prise en charge des besoins éducatifs pour les enfants dans le cadre d'une école inclusive. Alors, n'hésitez pas à vous rapprocher de ces services qui, rappelons, sont gratuits, sont à votre disposition pour l'orientation, la sensibilisation autour de l'accueil de la différence, mais aussi plus globalement sur tous les sujets éducatifs. Avant de laisser la parole à Gilles de Marquet, notre président national de l'appel, que nous aurons donc l'occasion d'accueillir toujours avec beaucoup de joie, quelques petites informations pratiques. Un chat est ouvert, donc vous pourrez poser des questions. Hélène Lobinia, qui m'accompagne ce soir, se fera le relais auprès de nos invités. Et bien sûr, vous aurez donc un replay qui vous sera proposé.
Aussi, je demande à Gilles maintenant de nous dire son petit mot d'accueil et je vous souhaite un bon webinaire. Merci beaucoup, Catherine. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, nous avons choisi, chers parents, de faire ce webinaire car certains d'entre vous étaient au notre webinaire sur Parcoursup l'autre jour que nous avons fait avec Jérôme Teillard. Et puis, vous savez que nous constatons, par rapport à l'époque où nous étions jeunes, qu'il y a une offre du supérieur qui est en croissance et qui est très variée. On voit des écoles qui s'ouvrent tous les jours, on voit qu'on est loin de ce que nous avions connu quand nous étions plus jeunes. On voit beaucoup de formations qui sont proposées sur les salons, parce que vous faites tous avec vos enfants des salons étudiants, avec des formations qui sont toutes plus attractives les unes que les autres. Certaines sont sur Parcoursup, certaines sont hors Parcoursup. On constate aussi des retours de jeunes qui ont eu des soucis parce que finalement, l'école qu'ils avaient choisie était un peu bâtie sur du sable, malgré de très jolies plaquettes. Et puis, on constate aussi qu'il y a une complexité pour comprendre les différentes étapes du système LMD, donc licence, master, doctorat, et ce qui permet d'arriver au plus loin. Donc, voilà pourquoi on a choisi de faire ce webinaire ce soir. Et puis, je crois que si on parle des objectifs de ce webinaire, je crois déjà que chacun d'entre nous a un objectif qui est celui d'accompagner nos enfants le plus loin possible et d'éviter les mauvaises orientations, voire les voies virales. Alors, ce webinaire, il a pour objectif de vous éclairer sur les différents titres, sur les différents diplômes, de comprendre ce qui permet, après une licence ou un bachelor, d'aller faire un master et de démystifier un certain nombre de sigles. RNCP, master, écrit avec un R ou écrit avec un RE, bachelor, licence, BTS, BUT, CPGE, ESPIG, FESIC, etc., etc. Nous connaissons tous certains de ces signes, de ces sigles, mais pas forcément tous, et ce qu'ils proposent par derrière. Donc c'est pour ça qu'on souhaite ce webinaire, de façon à clarifier les choses pour vous le plus simplement possible. C'est pour ça que je vais laisser la parole à Philippe Choquet, président de la FESIC, qui est, comme l'a dit Catherine, la Fédération des établissements supérieurs d'intérêt collectif. Philippe, c'est à toi. Merci Gilles. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui. D'accord. Très bien. En tout cas, donc, merci Gilles et toute l'équipe de l'Appel pour m'avoir invité pour ce webinaire, parce que je trouve que c'est très important de pouvoir échanger sur ce qu'est l'enseignement supérieur, sa réalité, des phénomènes nouveaux qui sont apparus récemment et qui, sans doute, peuvent provoquer des maux de tête aux parents qui doivent accompagner leurs enfants, qui sont peut-être abreuvés de publicité, de relance, et s'y retrouver dans ce qui est devenu un dédale aujourd'hui n'est pas toujours facile. Or, il se trouve, et je le dis toujours quand je reçois des parents en journée porte ouverte, puisque alors, en plus que d'être président de la FESIC, je suis également directeur général du NILASAL, qui est une école d'ingénieurs. Le choix d'une formation d'enseignement supérieur, c'est un des actes les plus importants pour un jeune qui choisit son orientation, parce que quelque part, au-delà des 3 ans, 5 ans qu'il va passer dans l'école, c'est toute une vie professionnelle qu'il aura derrière, et puis aussi la réussite d'une vie personnelle par l'accompagnement qu'il aura eu dans cette école, parce que je le dis toujours, entre 17 et 22 ans, c'est les années les plus stratégiques d'une vie, où certes on apprend un métier, mais où aussi on apprend une relation à l'autre, où on se construit en tant qu'adulte, et si ces fondations sont bien posées, voilà, c'est important. Donc, que vous, parents, puissiez accompagner vos jeunes à ce moment important, alors même si aujourd'hui les jeunes ont soif d'autonomie, en tant que parents, c'est pas toujours facile d'infléchir le choix de ses enfants. Ceci étant, il faut être capable d'apporter des conseils éclairés, quelquefois quand il y a un choix entre telle ou telle école. Et c'est un peu l'objectif de ma présentation ce soir. Alors peut-être, juste en introduction par rapport à la FESIC, qui nous sommes, et le lien que nous avons avec l'enseignement catholique. En fait, la FESIC,
donc la Fédération des établissements d'enseignement supérieur reconnus d'intérêt collectif, en fait, regroupe une trentaine d'écoles d'ingénieurs, écoles de commerce, mais aussi des écoles Bac+5 en arts et sciences humaines, hein, qui pour la plupart et historiquement étaient des écoles qui sont nées ou ont très tôt été associées en fait aux universités catholiques, hein, et quelque part relèvent de la même famille que les écoles auprès desquelles il y a donc l'appel intervient. Donc la FESIC en tant que telle, en tant que fédération, a été créée en 1969. Hein, donc nous ne regroupons que des écoles associatives en contrat avec l'État, je vais y revenir après. Donc une trentaine d'écoles, alors une vingtaine d'écoles d'ingénieurs, des écoles en management, parmi lesquelles l'ESCA, Kedge, l'école d'ingénieurs, il y a Unilassal, il y a les ICAM, les ECAM, Junia, voilà, et puis d'autres écoles telles que Psychoprate, l'école supérieure de journalisme, voilà, une diversité d'écoles qui représentent aujourd'hui 80 000 étudiants et apprentis, des écoles qui voilà, œuvrent dans le sens de l'intérêt collectif, c'est-à-dire que, étant association loi 1901 pour la plupart, ou fondation, voilà, l'intégralité de leurs moyens sont mobilisés, hein, pour accompagner les étudiants à apporter la meilleure formation possible. Depuis quelques années, notamment depuis la loi Fioraso, nous avons inscrit dans notre mission en tant que fédération l'accompagnement des familles et des jeunes à choisir. Donc, comment apporter des conseils, notamment au niveau du lycée, hein, pour permettre ce choix éclairé vers nos écoles ou vers d'autres écoles. Mais c'est vrai que c'est, je trouve, une mission de service public que nous devons ensemble assurer, et c'est la raison pour laquelle nous avions rencontré l'appel et Gilles Desmarquet pour, voilà, pour échanger, pour voir comment ensemble nous pouvions œuvrer en cela. Et donc ce webinaire ce soir en est une illustration et je m'en réjouis. Alors peut-être en termes d'introduction et avant que de passer aux 3 questions à se poser et répondre à toutes vos questions, parce que voilà, l'objectif est d'avoir un temps d'échange important. D'abord, peut-être vous faire une cartographie, un panorama de ce qu'est l'enseignement supérieur aujourd'hui. Hein. Parce que, comme le disait Gilles Desmarquet tout à l'heure, il y a l'enseignement supérieur que vous connaissez, que vous, voilà, que vous parents, avez connu lorsque vous étiez étudiant, et il y a ce qu'il est devenu ces dernières années, notamment depuis la mise en œuvre de l'apprentissage, qui a un peu tout bouleversé l'enseignement supérieur. Voilà. Donc, en fait, s'il fallait faire une... Alors, et notamment, un point également qui a pas mal bousculé l'enseignement supérieur, hein, c'est... on a évoqué tout à l'heure le système licence, master, doctorat, hein, c'est-à-dire les accords de Bologne. Nos ministres de l'enseignement supérieur qui, à un niveau européen, ont décidé d'harmoniser l'ensemble des diplômes européens. Et qui dit harmonisation dit création d'une concurrence européenne pour que, voilà, les diplômes étant reconnus partout en Europe, bah, ça veut dire que des universités ou des écoles performantes, voilà, peuvent vendre leurs diplômes à un niveau européen et donc, quelque part, impacter notre organisation de l'enseignement supérieur, ce qui explique aujourd'hui, bah, voilà, l'enseignement supérieur est en permanence en mouvement. Je dis toujours, nous ne sommes pas en dehors du monde, on s'adapte à cet environnement qui change, hein, et qui s'est traduit notamment au cours des dernières années par des regroupements d'écoles, fusions d'universités, hein, pour nous adapter à ce contexte changeant. Donc, s'il fallait faire une cartographie de l'enseignement supérieur, je dirais, et pour reprendre une sémantique qu'on connaît bien dans l'enseignement privé, il y a d'un côté les écoles sous contrat, en contrat avec l'État, et de l'autre côté, les écoles hors contrat. Les écoles en contrat avec l'État, elles sont de 2 types. Vous avez les universités, les établissements publics, voilà, qui représentent l'essentiel de l'enseignement supérieur aujourd'hui, qui toutes ont des diplômes nationaux et certifiés. Donc, c'est les écoles que l'on connaît et les universités que l'on connaît classiquement. Dans cette famille des établissements sous contrat, on retrouve les ESPIG. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, les ESPIG, ce sont les établissements d'enseignement supérieur privés reconnus d'intérêt général.
Donc, ce label ESPIG, en fait, c'est un label qui a été octroyé à certains acteurs de l'enseignement supérieur en 2013 dans le cadre de la loi Fioraso. La FESIC est la principale fédération des ESPIG. Toutes nos écoles ont le statut d'ESPIG ou vont l'avoir. Il y a une ou deux écoles là qui sont en cours de labellisation. Ces écoles ESPIG, par la loi, sont en contrat avec l'État, qui garantit qu'elles sont à mission de service public, qui garantit que l'intégralité de leurs ressources sont investies, mobilisées pour garantir une formation de qualité, l'accompagnement des jeunes. Et ces établissements, voilà, donc, sont contrôlés dans la qualité de leur formation par les instances d'évaluation de l'enseignement supérieur, notamment l'HCERS, qui est un label qualité de la formation, qui est une structure qui contrôle la stratégie de l'établissement et qui donc quelque part est également un gage de pérennité de l'établissement. Donc les établissements sous contrat avec l'État, à mission de service public, qui délivrent des diplômes nationaux et certifiés pour leur intégralité. Pour ce qui concerne les établissements hors contrat, vous avez des établissements, il y a deux types dans les établissements hors contrat. Vous avez des établissements, donc la plupart des établissements hors contrat sont des établissements à but lucratif, structurés en société anonyme ou équivalent. Vous avez quelques rares établissements associatifs. Donc les établissements hors contrat, soit elles ont des formations contrôlées. Vous avez des écoles d'ingénieurs ou des écoles de commerce dont la formation est, donc qui sont des établissements accrédités par la commission d'ingénieurs ou par la CEFDG, qui est la structure qui labellise les écoles de commerce. Donc, ces établissements peuvent être lucratifs, mais donner des formations de bonne qualité, contrôlées par l'État. Donc là-dessus, pas de souci. Vous avez des établissements hors contrat qui n'ont pas de diplôme certifié par le ministère de l'Enseignement supérieur, mais qui ont plutôt opté pour délivrer des titres RNCP, donc le Réseau national des compétences professionnelles, Référence nationale des compétences professionnelles. Ces titres RNCP viennent reconnaître un niveau de compétences professionnelles, mais ne viennent pas reconnaître en fait un niveau des connaissances académiques. Donc, c'est des formations, des titres qui dépendent du ministère du Travail, alors qui sont contrôlés par le ministère du Travail, mais avec une autre finalité qui n'est pas universitaire académique, qui est uniquement, est-ce que ça correspond ou non à des besoins court terme des entreprises. Alors, il se trouve que ces titres du répertoire national des compétences professionnelles, ces titres, en fait, ont eu un fort développement suite à la réforme de l'apprentissage. La réforme de l'apprentissage qui a, de manière significative, augmenté en fait les niveaux de prise en charge, c'est-à-dire la rémunération pour chaque contrat d'apprentissage. C'est un secteur d'activité qui est relativement peu régulier, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui, ex nihilo, se sont inventées établissements d'enseignement supérieur. Alors, soit quelquefois en ayant leur propre titre, mais dans la plupart des cas, en louant des titres à des structures qui se sont spécialisées pour monter des titres de formation et louer ces titres. Donc, quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, qui a un petit peu de réseau professionnel, demain peut monter en fait une société SARL, louer un titre et s'improviser établissement d'enseignement supérieur en offrant une partie de sa formation soit sur site, soit quelquefois complètement à distance, et le reste de la formation étant délégué par la voie de l'apprentissage aux entreprises qui accueillent les jeunes. Dans un contexte de l'emploi tendu, dans un contexte où les entreprises ont du mal à recruter, et donc dans lequel il est facile de trouver des entreprises prêtes à prendre des apprentis, ce système a explosé, avec plus ou moins de contrôle par l'État, et donc avec des formations
de qualité très variable, et j'insiste là-dessus, où quelquefois, effectivement, les jeunes peuvent être trompés, hein, tout comme les entreprises peuvent être trompées également. Hein. Donc, ces derniers temps, on a beaucoup parlé, en fait, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, de cette problématique des établissements d'enseignement supérieur à but lucratif, du privé à but lucratif, qui s'est fortement développé sur ces notions de titre RNCP. Et en fait, des réflexions sont en cours pour essayer de réguler un petit peu plus ce secteur d'activité. Une réflexion est en cours également pour peut-être mettre un label qui viendrait garantir que telle ou telle formation conférant un titre RNCP est de qualité ou pas, mais après, encore faut-il se mettre d'accord sur ce qu'on considère être une qualité, hein, pour ce type de formation. Voilà, donc des établissements en contrat avec l'État, soit des établissements publics, soit des ESPIG, associations de 1901 ou fondations, en contrat avec l'État, proposant quasiment 100% de diplômes certifiés, des écoles à but lucratif ayant des formations certifiées contrôlées par l'État, qui peuvent être des bonnes formations. Alors, quelquefois, ces structures à but lucratif ont une tête de gondole école d'ingénieurs dans un océan de formation titre RNCP et jouent un petit peu sur les mots avec quelquefois des arguments commerciaux borderline que la DGCCRF a déjà répréhendé, hein, qui posent vraiment un problème d'équité en fait, dans les pratiques commerciales. Donc, voilà en quelques mots ce qu'est l'enseignement supérieur aujourd'hui. Et donc, par rapport à cela, quelles questions vous posez pour ne pas tomber dans le piège de formation de rêve que peuvent être amenées certaines structures à vous proposer? Alors, la première question qui vient, et souvent ces structures mettent en avant le fait que surtout, il ne faut pas aller sur Parcoursup, que ce serait un cauchemar, mais qu'elles, voilà, elles répondent hors Parcoursup, et si possible, elles vous proposent très tôt une place, et il faut faire le chèque vite fait pour garantir la place. Alors moi, je prends le discours contraire, je dis, si une formation est Parcoursup, c'est un signe de qualité, c'est le signe qu'elle est contrôlée par l'État. Voilà. Donc aujourd'hui, on a l'obligation d'être sur Parcoursup. Les formations qui délivrent des diplômes nationaux et certifiés émanant des établissements publics, des universités, tous les ESPIG doivent proposer leur formation sous Parcoursup, et toute formation, tout diplôme certifié proposé par un établissement à but lucratif doit également être sous Parcoursup. Donc, si une formation est sur Parcoursup, c'est qu'elle est contrôlée par l'État, donc c'est une garantie de qualité. Est-ce qu'une formation hors Parcoursup est obligatoirement de mauvaise qualité? Non. Il peut y avoir des formations hors Parcoursup de qualité correcte, mais attention, si une formation est hors Parcoursup, il y a un risque. Donc, soyez très, très vigilants et surtout ne pas céder aux pressions de dire attendez, si vous ne faites pas votre chèque dès le mois de février, on ne vous garantit pas la place. Ça, ce sont des pratiques commerciales inacceptables, hein, qu'il faut rejeter. Donc, une formation qui est sous Parcoursup, c'est un gage de sérieux, car contrôlé par l'État. C'est les établissements qui s'engagent à respecter des règles de présentation. C'est des établissements qui sont transparents, enfin, ou presque, sur leur mode de sélection. C'est-à-dire qu'il y a toujours un algorithme qui est propre à chaque établissement, mais les règles de sélection sont claires, tout comme est clair le calendrier de recrutement, hein, de tout le processus à suivre. Également quelque chose qui est essentiel, sous Parcoursup, voilà, l'État encadre les pratiques. En théorie, on n'a pas le droit de démarcher directement les candidats. En théorie, voilà, on ne peut pas dire à un candidat qu'il est admis alors que les résultats Parcoursup ne sont pas encore répondus. Alors,
C'est plus ou moins respecté par les différents établissements. La très grande majorité respecte les règles du jeu. Bon, quand il y a quelques établissements qui ne le respectent pas, ils peuvent se faire rappeler à l'ordre. Mais globalement, il y a une régulation et l'État garantit voilà, les bonnes règles du jeu. Donc et ça évite comment dire, les pratiques commerciales douteuses. Hors Parcoursup, voilà, là, ça peut être la foire d'empoigne avec tous les risques que cela comprend. Deuxième question, est-ce que le diplôme est reconnu ou pas, hein? Bon, il faut savoir que un diplôme est certifié par l'État, donc certifié par l'État, les diplômes officiels du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ou ministère de l'Agriculture, voilà, sont des diplômes qui confèrent des grades. Voilà. Un grade, c'est quoi? Donc, c'est le grade de licence, c'est le grade de master ou le grade de doctorat. Un diplôme certifié, c'est la garantie d'un niveau universitaire avec un grade. Hein, donc, c'est-à-dire que c'est la garantie d'une reconnaissance du niveau et de la possibilité de poursuivre ses études en France, mais aussi à l'étranger. Hein, c'est-à-dire que si vous faites un bachelor conférant le grade de licence, ou si vous faites un diplôme d'ingénieur qui confère le grade de licence, ou une école de commerce qui confère le grade de master, une école de commerce qui confère le grade de master, ben un jeune qui veut poursuivre après son diplôme de bachelor conférant le grade de licence, il sera pris dans n'importe quelle université, sauf si c'est sélectif, mais il pourra aller étudier à l'étranger, ce sera reconnu. Hein, donc, c'est la garantie d'une possibilité de poursuivre les études ou de reprendre des études. Un enseignement aussi, je dirais, enseignement supérieur reconnu par le MESRI ou par le ministère, d'autres ministères de tutelle tels que le ministère de l'Agriculture, c'est la garantie, en fait, d'avoir une formation qui apporte un socle de connaissances qui permettent ensuite de rebondir sur différents métiers. Hein, à la différence d'une formation par apprentissage, par exemple. Je dis toujours, une formation par apprentissage, on délègue en partie à l'entreprise de faire de la formation, de former le jeune qu'elle reçoit. Une entreprise, elle le fera avec cœur, pour autant, elle n'est pas philanthrope. Donc, une entreprise formera à ses métiers principalement, et si le jeune est bon, elle va essayer de le fidéliser, elle ne va pas lui apporter une formation qui lui permettrait demain de partir chez le concurrent. Hein, je caricature. Le propre d'une formation qui confère un grade, c'est qu'on apporte un socle de connaissances qui peut permettre de rebondir sur différents métiers. Et qui sait aujourd'hui les métiers qui prévaudront d'ici une dizaine d'années ou dans 20 ans. Et donc de l'importance d'avoir une formation de base qui apporte ces connaissances socles qui demain permettront de rebondir. Et ça, par rapport à l'évolution de la carrière professionnelle, c'est quelque chose qui me semble important. Et ça, quelque part, l'évaluation du diplôme, quand on est évalué par la commission du titre d'ingénieur, quand on est évalué par la CEFDG qui évalue les écoles de gestion ou par l'HERS, voilà, c'est un point qui est essentiel et il veille justement à ce socle de connaissances. Le dernier point, donc, qui me semble également important, c'est que, notamment dans les grandes écoles, c'est-à-dire que les écoles, les structures qui vendent des titres RNCP, souvent essayent d'opposer l'enseignement universitaire ou grande école qui serait académique versus un enseignement professionnalisant qui permet de trouver du travail. C'est pas parce que dans les grandes écoles et les universités, il y a des activités de recherche qui sont peut-être plus académiques que pour autant l'enseignement n'est pas professionnalisant. La recherche, c'est ce qui permet aux enseignants-chercheurs de se projeter dans ce que seront les filières professionnelles demain, et donc ça permet d'être vraiment à l'avant-garde. Dans les écoles, les grandes écoles, ingénieurs ou écoles de commerce, elles sont également très professionnalisantes. Il y a des stages quasiment tous les ans. La plupart des grandes écoles proposent aussi des filières par apprentissage pour ces diplômes certifiés.
hein, et donc, il ne faut surtout pas opposer académique et professionnel. Au contraire, c'est l'hybridation des deux qui est riche et qui garantit à la fois le court terme grâce à la professionnalisation, mais aussi le moyen long terme grâce au fondement académique développé par les enseignants-chercheurs au travers de leur recherche ou de leur recherche appliquée, hein, en lien avec les entreprises. Les titres RNCP, donc ce sont des titres donc octroyés par le répertoire national des compétences professionnelles, c'est ce que veut dire RNCP. C'est un titre qui est conféré par le ministère du Travail. Ça ne garantit pas un niveau universitaire, même si beaucoup de structures disent c'est niveau un bachelor, niveau licence ou niveau master. Ça reconnaît peut-être un niveau, mais en aucun cas ça ne garantit un niveau universitaire avec automaticité de la reconnaissance. Hein, c'est-à-dire que à chaque fois, si je sors avec un titre RNCP de niveau bachelor, certes, je pourrais peut-être être entré à l'université ou dans une grande école derrière, mais j'ai aucune garantie, c'est de la négo au cas par cas. Ce que je disais tout à l'heure, un titre RNCP, ça garantit un niveau de compétence, ça satisfait un besoin court terme des entreprises en compétences, mais sur le moyen long terme, il y a en tout état de cause une moindre adaptabilité des jeunes au changement de métier parce que quelque part la formation de base n'est pas du tout la même que celle qui est délivrée dans un diplôme certifié. Les compétences sont essentiellement professionnelles. Dans les structures qui délivrent des titres RNCP, il n'y a aucune activité de recherche appliquée en lien avec les entreprises. Hein. C'est simplement des compétences professionnelles qui sont importantes, hein, mais il n'y a pas cette notion de travail et de réflexion sur l'évolution des métiers, sur l'évolution des filières, qui me semble essentielle. Alors, comment reconnaît-on les diplômes certifiés, hein, donc, alors, souvent, vous avez ce type de petits sceaux, de labels. Et ça on le retrouve sur Parcoursup, hein, c'est des labels officiels. Donc, vous avez le petit sceau qui vient reconnaître un diplôme d'ingénieur. Pour les écoles de commerce, hein, on dit que c'est un diplôme conférant le grade de master. Alors, voilà. Et puis, ou ça peut être simplement des diplômes visés, hein, et contrôlés par l'État pour certaines formations un petit peu spécifiques. Donc, ces petits labels, vous les voyez sur Parcoursup. Hein, et donc, soyez vigilants et vous pouvez vérifier si l'usage de ces labels est conforme. Enfin, sur Parcoursup, il n'y a pas de souci puisque ça, c'est vérifié par le ministère. Alors, le dernier point, et ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure également, hein, alors, en fait, ça renvoie à quelle vision on a de l'enseignement du système éducatif. Est-ce que le système éducatif est compatible avec des activités à but lucratif? Bon, c'est une question de fond. Hein, la question avait été posée pour les EHPAD il y a quelques années, à se dire est-ce qu'on peut confier à des structures à but lucratif le soin de nos anciens? Bon, on a vu les limites du système, et je dis, c'est un peu une réflexion un peu similaire par rapport aux établissements d'enseignement. Hein, donc, en tout état de cause, nous, au niveau de la FESIC, on défend clairement l'engagement non lucratif de nos établissements, hein, le fait qu'elles soient reconnues d'intérêt général. Hein. Pourquoi c'est important? Quelque part, c'est une garantie que l'on apporte et aux jeunes et à leurs familles que 100% des ressources que nous collectons sont complètement investies en fait dans la formation et la recherche. C'est-à-dire que globalement, hein, dans nos équilibres budgétaires, notamment dans les écoles de la FESIC, hein, qui sont des associations de 1901, les frais de scolarité que nous sommes obligés de toucher, puisque l'État ne finance pas 100% de notre budget de fonctionnement, les couvre entre 50 et 60% du coût complet de la formation.
On a, du fait de notre contrat avec l'État, une subvention de fonctionnement du ministère de l'enseignement supérieur ou du ministère de l'Agriculture. En général, les activités de recherche donnent lieu à des budgets complémentaires. On répond à des appels d'offres de l'Agence nationale de la recherche ou des appels d'offres régionaux. Donc, en général, ce ne sont pas les familles qui financent les activités de recherche. Les enseignants-chercheurs se débrouillent pour aller chercher de la recherche par ailleurs. Ce qui est certain, c'est qu'on ne rémunère pas d'actionnaires. Et ça, c'est un point qui me semble important. Le deuxième point, qui est aussi une garantie, parce que vous avez peut-être entendu parler d'établissements à but lucratif qui ont déposé le bilan, laissant dans l'embarras et plus que ça les étudiants qu'ils pouvaient avoir, notamment des structures du groupe Ohayon, là, le groupe immobilier qui a déposé le bilan il y a cette année. Donc c'est vrai qu'au travers du contrat, en fait, le ministère de l'enseignement supérieur exige une gestion financière saine de l'école, c'est-à-dire que l'évaluation que fait chez nous l'HCERS vient contrôler la stratégie de l'école, vérifie que l'école est gérée sainement, et donc quelque part, qu'un étudiant qui entre dans l'école a la quasi-garantie de terminer ses études sereinement. C'est même pas la quasi-garantie, il est garanti de pouvoir terminer ses études. Et donc ça me semble être quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire que le contrôle du ministère de l'Enseignement supérieur impose cette bonne gestion. Le dernier point qui est également essentiel, c'est chaque école est évaluée régulièrement par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, à la fois donc le HCERS, donc le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, par la Commission d'études d'ingénieurs, par la CEFDG pour les écoles de commerce, donc, qui apporte autant de gages quant à la qualité des formations dispensées. Et ces rapports sont complètement publics. C'est-à-dire que, et ça, c'est pour vous en tant que parent, ça peut être un bon élément pour aller vérifier si l'école est bien gérée ou pas bien gérée. C'est-à-dire que les rapports de la CTI ou les rapports de l'HCERS sont disponibles sur le site de ces instances d'évaluation. Voilà, donc ESPIC versus établissement lucratif. Voilà, quelle vision avons-nous de l'enseignement supérieur? Ce qui est certain, c'est que les établissements reconnus comme étant d'intérêt généraux mobilisent tous leurs moyens uniquement 100% fléchés donc, pour l'accompagnement des jeunes et la réussite des jeunes dans leurs études. Alors, le label ESPIG, il est facilement reconnaissable, c'est ce logo. Et en gros, les écoles ESPIG, aujourd'hui, il y a une 60aine d'ESPIG en France. Alors, la plupart émanent historiquement de l'enseignement catholique. Vous avez les écoles de la FESIC, mais également les 5 universités catholiques qui sont représentées avec les petits points rouges. Et puis, les 30 écoles de la FESIC, qui regroupent des écoles d'ingénieurs, 7 écoles de management, des écoles d'art et de sciences humaines, et puis, tout récemment, et c'est Unilassal qui l'a porté, une école vétérinaire. Donc, vous avez la liste, mais il suffit d'aller sur Internet et sur le site de la FESIC ou le site de l'UDESCA, c'est les 5 universités catholiques, pour retrouver toutes les écoles ou toutes les universités catholiques qui sont à disposition, qui proposent des formations très diversifiées et assez bien réparties sur l'ensemble du territoire. Voilà pour une présentation rapide du panorama de l'enseignement supérieur et des questions à se poser. Alors peut-être pouvons-nous passer à quelques questions et faire une petite pause par rapport à cela. Merci, Monsieur Choquet. Oui, effectivement, nous avons déjà pas mal de questions. Peut-être vous, Delphine, pouvez peut-être répondre à des questions très spécifiques qui sont posées sur les RNCP et notamment donc les différentes formations avec les RNCP et les formations certifiées, la différence qu'il peut y avoir. Enfin, voilà. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu tout cela? Oui, bonsoir.
Ouais, volontiers. Donc effectivement, peut-être qu'on n'a pas été très clair sur ce point. Il n'est pas question d'opposer titre RNCP et formation certifiée. Donc il y a effectivement des titres RNCP qui sont proposés par des établissements publics ou privés en contrat avec l'État. Mais c'est une certification qui est donnée par le ministère du Travail. Donc, c'est un niveau voilà, d'exigence différent que ce qui est requis pour avoir une certification du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et donc, il y avait une question aussi un peu en lien sur le fait de savoir pourquoi on a un grade licence pour un établissement qui ne serait pas sur Parcoursup. Alors, ça n'est pas possible. Toute formation qui est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, donc qui a un visa ou un grade avec les petits logos qu'a présenté Philippe tout à l'heure, doit être sur Parcoursup. Le ministère de l'Enseignement supérieur demande aux établissements dont il certifie les formations et qui bénéficient donc d'un visa ou d'un grade d'être sur Parcoursup. Alors, nous avions également une autre question sur est-ce que les ECTS donc garantissent un niveau universitaire, y compris pour une école non contrôlée par l'État. Par exemple, une licence aujourd'hui est égale à 180 ECTS. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiarisés en fait avec les ECTS, on peut peut-être rappeler ce que c'est que ces ECTS. Donc déjà l'abréviation, hein, c'est European Credit Transfer and Accumulation, si je ne me trompe pas. Voilà, mais ensuite, peut-être pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Delphine, je Oui, te laisse répondre. Philippe, tu veux? Non, comme Ok. tu veux. Non, mais c'est une question très pertinente dont je ne connais pas totalement la réponse. J'essaie de me renseigner auprès du ministère de l'Enseignement supérieur pour tout vous dire et je n'ai pas la réponse complète. Effectivement, les ECTS, c'est un système métrique hein, qui permet de pouvoir poursuivre ses études dans d'autres pays européens. Donc, c'est très intéressant. Donc, une année d'études supérieures correspond à 60 crédits ECTS. Voilà. Ensuite, le fait de savoir on applique à sa formation, on la met sous cette métrique-là et que voilà, on propose 60 ECTS par année, ça ne signifie pas que la formation est contrôlée ou certifiée. Donc peut-être Philippe, tu en sais plus que moi Non, mais en sur ce fait, c'est ce point. que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que ça confère un niveau. Donc, on reconnaît qu'effectivement, on a cumulé depuis le début 180 CTS. Ça ne vaut pas grade de licence. Voilà. Donc, ça reconnaît un niveau, ça n'octroie pas le grade qui permet de manière automatique de continuer les études. Voilà. Et donc, on est dans cette négociation avec l'université dans laquelle on souhaite, par exemple, si je souhaite poursuivre mes études en Belgique ou il faut le mettre en avant. Alors, très souvent, ce sera la réputation peut-être de l'école qui a octroyé ses grades, là, mais ce n'est pas automatique. Alors, merci pour ces précisions. Il est vrai que nous avons beaucoup également de questions très personnelles. Donc, j'ai vu des questions sur la musicologie, des choses très spécifiques. Je vous propose donc, et j'informe les différents participants que pour ces questions-là, nous ferons des réponses à part. Voilà, pour que, en fait, nous puissions poser des questions beaucoup plus généralistes et qui répondent à un maximum de personnes qui pourraient peut-être se poser d'autres questions moins spécifiques au cas de l'un ou de l'autre de leurs enfants qui voudraient devenir ou musiciens ou pilotes et qui cherchent la bonne formation et effectivement le bon canal pour pouvoir aider leurs enfants. Nous avons une autre question qui est en fait de dire, est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous dire qu'en est-il de la prépa, en l'occurrence de la prépa école de commerce? Alors peut-être que je peux en profiter pour passer à la...
Est-ce que vous voyez mon schéma? Alors, pas encore, mais ça ne devrait pas tarder. Alors, attendez, peut-être qu'il faut... Oui, je repartage mon écran dans ce cas-là. Mmh. Ouais. Attendez, voilà. Hop. Donc là, vous voyez. C'est parfait. Oui. Voilà. Donc, en fait, peut-être vous faire un panorama de l'ensemble de cet enseignement supérieur qui évolue et qui évolue notamment du fait de cette harmonisation européenne LMD, qui était très positive parce que ça veut dire que voilà, on peut se déplacer au niveau européen et qui est venu remettre un petit peu en cause notre système français qui, bien sûr, était le meilleur du monde, mais il était complètement atypique. Et l'atypisme dans l'atypisme, bien entendu, c'était les classes préparatoires, qui sont un excellent système de sélection, de formation, mais qui, par rapport à Bruxelles et par rapport à la structuration LMD, effectivement, posait quelques difficultés, puisqu'en fait, c'est de l'enseignement qui dépend de l'éducation nationale et pas du MESRI, que Bruxelles ne reconnaît pas comme étant de l'enseignement supérieur, puisque les profs de CPGE ne font pas d'activité de recherche, qui est quand même un des marqueurs de l'enseignement supérieur. Et donc, pas mal d'évolutions par rapport à ça. Et effectivement, le système classe préparatoire, qui aujourd'hui est un peu remis en cause, ou tout au moins, ce qui historiquement n'était accessible que par le biais de la classe prépa qu'on qualifiait de voie royale, aujourd'hui, il y a de multiples autres voies d'accès à ces écoles prestigieuses. Donc, par rapport à ça, que l'on soit en école d'ingénieur ou école de commerce, alors, il y a les écoles qui historiquement n'étaient que sur admission post-prépa. Il y en a encore qui sont comme ça. Aujourd'hui, on peut y accéder soit par les classes prépa, mais il y a de plus en plus en fait de voies d'accès par le biais d'un IUT ou par le biais de l'université. Et donc, la possibilité de rattraper ces écoles post-prépa, que ce soit école d'ingé ou école de commerce. De plus en plus d'écoles ont commencé à ouvrir soit en post-bac. Alors, il y a des écoles historiques qui recrutaient en post-bac, notamment toutes les écoles d'ingénieurs et beaucoup d'écoles de commerce à la FESIC. Donc, on a cette tradition de recrutement post-bac qui fait que pour l'harmonisation LMD 3, 5, 8, en fait, comme les 5 années d'études étaient maîtrisées, le passage de 2 plus 3 à 3 plus 2 a été très facile. Donc, c'est un des gros avantages en fait, du système avec classe prépa intégrée, comme on le disait. Donc, vous avez des écoles de commerce type IESEG, ESCA, qui recrutent en post-bac et qui aujourd'hui ont un positionnement dans les classements qui est tout à fait remarquable, tout comme vous avez de plus en plus d'écoles d'ingénieurs qui également se sont positionnées en recrutement post-bac. En premier lieu, les écoles de la physique, mais vous avez aussi des écoles telles que les UTC, les INSA qui recrutent en post-bac avec des voies tout à fait intéressantes. Donc, vous avez sur ce schéma-là les différentes voies d'accès, de plus en plus d'accès direct post-bac, de plus en plus de passerelles possibles entre des BTS, des IUT, maintenant avec le but, donc pour réintégrer soit des écoles de commerce, soit des écoles d'ingénieurs, ou la voie universitaire qui également permet de bifurquer sur des grandes écoles. Donc ça, c'est, je dirais, le gros avantage de ce système crédit ECTS, c'est que ça a permis en fait une porosité entre les différentes filières qui est loin d'être négligeable. Même si, alors notamment dans nos écoles, on recommande quand même, et ça c'est plus pour la partie projet éducatif, quand il y a une stabilité sur une filière, avec quand on se construit, on a un parcours avec de vrais amis, avec, c'est-à-dire quand on est dans une filière un temps long, voilà, ça permet de se construire, de réfléchir à son orientation professionnelle. Et il y a des bénéfices tout à fait intéressants pour le système avec classe prépa intégrée.
Alors, je ne sais pas si c'était votre question. Votre question, c'était par rapport aux classes prépa et écoles de commerce, hein, c'est ça? Je Oui, voudrais tout à fait. rebondir sur ce que vient de dire Philippe, Hélène, si tu permets, parce que c'est vrai qu'on voit qu'il y a une très très grande variété maintenant, qu'il n'y avait pas forcément il y a 30 ans, à l'âge où nous, parents, passions notre bac. À l'âge où nos parents passions notre bac, bien souvent, si on voulait faire une école de commerce ou une école d'ingénieur, bien souvent, il fallait passer par la case prépa. Ce qui n'est plus du tout le cas maintenant, dans la mesure où, comme l'a expliqué Philippe, on peut très bien choisir une voie par une CPGE ou passer par d'autres passerelles. Moi, j'ai moi-même des enfants qui ont fait tous les systèmes possibles et inimaginables. Et donc, ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'il faut bien voir aussi, finalement, quelles sont les aspirations de notre enfant. Est-ce qu'il se sent capable de faire une CPGE? Est-ce qu'il se sent capable de tenir un rythme important de travail? Ou est-ce qu'il préfère avoir, parce qu'il est plus concret, parce qu'il voilà, il sent moins sa capacité de travail, passer par un autre biais, mais qui lui permettra aussi de pouvoir aboutir sur un diplôme d'ingénieur ou une école de commerce. Je crois que c'est bien ça qu'il faut que nous, en tant que parents, on ait en tête, qu'il y a des multiples chemins maintenant qui existent, qui n'existaient pas forcément à l'époque où nous passions notre bac. Alors, nous avons également une autre question. Tu as raison, Gilles, avec beaucoup de problématiques qui sont effectivement différentes et qui évoluent au fur et à mesure des choses. Et nous avons notamment une question sur la différence entre le bachelor et la licence. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, volontiers. C'est Vas-y. effectivement, ça montre, ça illustre la difficulté de s'y retrouver dans toutes ces formations offertes aujourd'hui en matière d'enseignement supérieur. Le bachelor, c'est une mention qui n'est pas régulée du tout. Donc, toute formation, quelle qu'elle soit, peut se dire bachelor. Donc, le ministère de l'Enseignement supérieur a créé un bachelor avec grade licence. Donc, voilà. Si votre bachelor a un grade licence, oui, vous aurez l'équivalence licence et vous pourrez poursuivre vos études et ça vous assure un niveau de qualité licence. Si ce n'est pas le cas, alors soyez très vigilants à répondre aux 3 questions qu'on vous a présentées tout à l'heure, à savoir, est-ce que la formation est sur Parcoursup? Parce que c'est un gage de sérieux. Et 2, est-ce que la formation est reconnue, certifiée par le ministère de l'Enseignement supérieur? Ça, c'est tous les petits logos qu'on trouve sur Parcoursup. Et 3, si c'est une formation dans le privé, si l'établissement est en contrat ESPIG, alors c'est un plus, vraiment. Merci pour ces précisions. Alors, au niveau des questions, on parle également d'université, de longues études. Est-ce que les BTS sont des études universitaires? Alors, je peux peut-être répondre. Alors, le BTS sont faits dans des lycées qui relèvent de l'éducation nationale. Ceci étant, c'est de l'enseignement supérieur. Donc, qui a je dirais, ce côté un petit peu hybride qui fait l'originalité du BTS. Alors, le BTS est une excellente formation professionnalisante. Beaucoup de BTS comment dire, donnent des crédits ECTS et pour beaucoup permettent de continuer des études. Alors, il faut savoir que dans la loi Fioraso, historiquement, les BTS avaient des très bons niveaux de recrutement. Et donc, il y avait des bacs techno qui allaient en BTS, voire même des bacs généraux. Dans les DUT, il y avait des bacs généraux voire même des très bons bacs généraux. Et les pauvres bacs pro qui n'avaient plus de place en BTS et plus de place en IUT se retrouvaient à l'université, c'était la catastrophe. Donc, dans la réforme Fioraso, ils ont dit non, on va mettre un quota de bacs pro dans les BTS, un quota de bacs techno dans les IUT, et les bacs généraux doivent faire des grandes écoles ou rien. Donc, on a assisté à allez, je dirais, même si ça reste de très bonnes formations, le niveau quand même, au niveau des BTS, a baissé du fait de ces quotas bac pro. Mais ça reste des formations très professionnalisantes qui peuvent être une bonne clé d'entrée pour des jeunes voilà,
qui se projettent pas dans des études longues d'emblée. Et si le jeune se révèle dans le BTS, voilà, bah après, il peut rebondir effectivement en école d'ingénieur ou en école de commerce. Hein, c'est tout à fait possible. Ou faire une licence pro qui lui amènerait un bac+3. Alors, pour rebondir là-dessus, effectivement. Pour rebondir là-dessus, Hélène, si tu permets, je crois qu'en effet, on voit plein de BTS qui existent. On en a beaucoup dans l'enseignement catholique au sein du réseau de RENASUP, qui regroupe à la fois des BTS et puis des classes préparatoires qui, elles, sont en effet dans des lycées par rapport à ce qui existe dans des écoles d'ingénieurs ou dans des universités et qui permettent aussi, alors à la fois d'intégrer des différentes typologies d'écoles via les classes prépa, mais à la fois après un BTS, d'intégrer un circuit traditionnel dans de niveau licence et de niveau master. Et on voit également dans le réseau d'enseignement catholique, dans RENASUP, plein d'établissements aussi qui maintenant vont jusqu'au niveau Bac+3, Bac+4 ou Bac+5, bien évidemment. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on est, nous, école d'ingénieurs, de plus en plus en contact avec des lycées qui ont des BTS pour faciliter ces passerelles. Hein, et c'est vrai qu'on aime bien aussi, nous, aller chercher des BTS en école d'ingénieurs parce que ça permet d'avoir une mixité de population parmi nos ingénieurs qui est tout à fait intéressant. Tout comme dans les filières par apprentissage, en fait, c'est un type d'enseignement qui convient très bien à des étudiants ayant fait un BTS. Hein, pareil, c'est pour eux une possibilité de poursuivre avec une pédagogie plus inductive, hein, qui est tout à fait convenable. Alors, peut-on dire que les élèves qui choisiraient le parcours STMG ou autre spécialité, donc peuvent-ils passer quand même dans votre circuit? Peuvent-ils prétendre à ces écoles ou sont-ils d'ores et déjà écartés pour pouvoir aller sur la voie professionnelle? Alors, dans nos écoles, alors ça dépend des écoles, hein, mais on aime bien aussi aller chercher quelquefois des bons bacs techniques. Hein, donc, il y a des passerelles qui existent en direct. Même si, et pour les bacs techniques et pour les bacs pro, c'est vrai que je dirais le passage par le BTS est sans doute un passage qui permet aux jeunes de prendre confiance en lui, de bien poser les bases, d'avoir déjà un premier diplôme, et s'il se sent à l'aise, de poursuivre. Hein, donc un bac STMG, est-ce qu'il vaut mieux qu'il intègre directement une grande école ou est-ce qu'il vaut mieux passer par cette case intermédiaire? J'aurais presque envie de dire, allez, la case intermédiaire du BTS est sans doute recommandable. Et comme si l'élève réussit dans son cursus et a de bonnes notes, c'est toujours le travail qui paye. Hein, voilà, donc ça faut qu'on le dise et qu'on le dise à nos jeunes. Mais si le jeune a de très bons résultats dans son BTS, normalement, aujourd'hui, il n'y a pas de souci pour poursuivre ses études dans une grande école. Hein, donc, c'est sans doute la meilleure voie recommandable, hein, pour quelqu'un qui serait, par exemple, en bac STMG. Pour rebondir sur ce que disait Philippe, je crois que parmi nos jeunes, on a tous les profils. On a des jeunes qui sont très concrets, on a des jeunes qui sont très abstraits. Et finalement, ces formations plutôt techniques sont souvent des formations très concrètes qui permettent à des jeunes de réussir sur des choses qui sont concrètes au quotidien, alors qu'ils ne réussiraient pas forcément sur un parcours où on demande un niveau d'abstraction plus élevé. Donc, est-ce qu'il ne vaut mieux pas parfois prendre la petite voie de contournement et aller sur un IUT, on va faire des choses concrètes, ou un BTS, pour ensuite réintégrer un autre circuit? Hein, et on voit qu'à l'arrivée, j'en ai vu moi en première année d'école d'ingénieur, qui est très à l'aise dans les matières techniques, peut-être beaucoup moins en mathématiques, mais beaucoup plus à l'aise que la plupart de leurs condisciples qui sortaient de classe prépa, qui avaient une formation extrêmement théorique et extrêmement abstraite. Et un petit point que je souhaiterais dire par rapport à ça, parce que dans les écoles que j'évoquais, qui vendent des titres RNCP par la voie de l'apprentissage dès le post-bac, très souvent, ces écoles se positionnent en concurrent direct des BTS. Alors que les BTS,
sont des formations remarquables d'un point de vue qualitatif, d'un point de vue encadrement, qui sont construites justement pour apporter le socle fondamental et poursuivre des études. Et je dis, si votre jeune hésite entre un BTS et une formation bachelor vendue par un établissement à but lucratif, de vous à moi, n'hésitez pas. Le BTS est une formation qui est beaucoup mieux charpentée qu'une formation par apprentissage post-bac qui confère un titre RNCP. Voilà. Donc, la formation avec un titre RNCP, rebondir derrière, ce n'est pas évident. Avec un BTS, on a une première étape solide, reconnue, une formation bien charpentée. Donc là, n'hésitez pas. Combien de parents, voire même quelquefois des amis, pourtant qui ont eu une formation, qui me disent que leur jeune est parti dans telle formation alors qu'il était pris en BTS. Voilà. Non, les BTS sont de très bonnes formations. Voilà, faut vraiment les préférer à des parcours beaucoup plus, certes très bien marketés, mais beaucoup plus incertains en termes de durabilité professionnelle. Merci. Alors, est-ce que vous pourriez nous repréciser ce que sont les grades et les visas? Oui, donc en fait, le grade, en fait, c'est un niveau universitaire qui… Donc, il y a 3 grades, hein, grade licence, grade master et grade doctorat. Hein. Donc ça, c'est un niveau universitaire garanti par l'État. Et pour obtenir ce grade, en fait, il y a un cahier des charges qui est défini dans le code du ministère de l'Enseignement supérieur par décret, et on doit se conformer à cela, notamment cette dimension, voilà, mais qui est mondiale, qui est reconnue partout, c'est-à-dire de l'enseignement supérieur, notamment au niveau de la licence, a fortiori au niveau des masters. Les enseignants ne doivent pas être que des bons professionnels, ils doivent aussi se projeter vers l'avenir, travailler sur des activités de recherche, voilà, pour garantir que l'enseignement est de qualité, pas simplement court-termiste. Voilà. Donc ça, ce sont les grades. Les visas, donc ce sont donc c'est un niveau qui est délivré par le ministère, par des structures telles que la CEFDG, et le visa confère un grade de master. Donc le visa, c'est le visa du ministère de l'Enseignement supérieur, hein, qui est octroyé par une structure d'évaluation, et c'est ce visa qui confère le grade. Et vous pouvez avoir des formations visées qui ne confèrent pas de grade. Hein. Donc le grade, c'est quelque chose qui est au-dessus du visa. Merci beaucoup. Alors malheureusement, nous arrivons au terme déjà de notre intervention. Je sais que beaucoup de spectateurs qui sont là vont être frustrés parce qu'il y a énormément de questions, avec énormément encore de précisions à apporter, tant le sujet est passionnant. Donc, écoutez, je vais laisser la place à Catherine pour pouvoir conclure, mais également vous remercier les uns et les autres. Et nous répondrons à vos questions ultérieurement avec l'aide de la FESIC qui ne saura que mieux vous accompagner. Merci Hélène. Oui, vraiment, c'était très riche. Nous sommes arrivés au terme du webinaire. Vraiment, un grand merci à Philippe Choquet qui nous a bien éclairé ce soir, ainsi que Delphine Blanc-Lequiliec. Merci pour le temps accordé. Peut-être qu'on reviendra un petit peu plus tard dans l'année pour une autre intervention, probablement. En tout cas, il faudrait que les parents, les participants retiennent ce soir que vous nous avez aidés à répondre à 3 questions essentielles. Alors déjà, si la formation est sur Parcoursup, allez, premier point pour lequel on peut être rassuré. Ensuite, de regarder la reconnaissance du diplôme, donc de cette formation, et surtout la qualité du contenu, et surtout quelle est la démarche de l'établissement. Donc, ces pistes que vous avez évoquées avec nous ce soir nous ont permis réellement d'être éclairés
On le voit, Hélène, avec toutes les questions qui ont été posées ce soir, cela nous a donné quelques points de vigilance à avoir avant de se décider. Le replay sera disponible donc sur la partie privée du site de l'appel très, très bientôt. Un grand merci aussi à l'équipe ICF. Merci Hélène qui m'a accompagnée. Puis en back-office, nous avions bien sûr Laure qui était là, Marc qui était avec nous. Merci Gilles d'être resté toute la soirée avec nous. Le prochain rendez-vous, en tout cas, Parcoursup, puisque c'est ce qui nous occupe régulièrement, est prévu le 28 mai prochain. Et en tout cas, pour vous, chers amis de la physique, probablement qu'on réitérera notre petite intervention avec vous. Merci de votre participation et bonne soirée à tous. Bonne soirée, merci.